Ben, l'étude de la superposition, le même de deux ondes. Donc superposition de deux ondes planes progressives monochromatiques. Donc on va étudier le calcul, c'est vrai, mais à quoi ça sert? Donc ça sert à étudier en général les phénomènes de réflexion. Donc on a là une surface réfléchissante. Donc ça c'est la normale de la surface. Donc on va envoyer un vecteur d'onde, donc une onde électromagnétique. Donc ça c'est K1. Bon, dans le cas de l'énoncé, peut-être ça c'est K2 en fait. Voilà. Donc K2 c'est le K incident. وعنا K1 c'est le cas réfléchi. Donc ça c'est le cas réfléchi. Égal K1. Donc selon la loi de Descartes, normalement, cet angle-là égale cet angle. Donc on va l'appeler par exemple bêta. Donc bêta. Donc l'angle alpha, certainement, alpha je le même ici. Donc situation et qu'ainsi j'appelle donc la normale UX et j'appelle cette direction, donc la surface du conducteur UZ. Donc on obtient la même situation ici. Donc c'est exactement la même situation. Je vais les retracer. Ok. Donc ça c'est U1. Donc direction U1 c'est la direction de K1. Donc on a K1 égale oméga sur C fois U1. On a K2 égale oméga sur C fois U2. Donc si je translate le K2, donc je translate ici. Donc il me donne la direction U2. Voilà. Donc l'angle alpha obtenu là, c'est exactement ici. Donc situation qu'on est en train d'étudier ici, c'est la situation de la réflexion. Donc c'est pour cela, cet exercice, il est très important. D'accord? Donc il va être utile في deux chapitres. Hein. Donc on a un chapitre des réflexions des ondes. On a l'optique ondulatoire. L'optique ondulatoire, c'est un module à part entière. Cette situation sera très importante fait les deux situations. Donc c'est pour cela l'exercice il est très important. Hein. Donc à part le calcul, à part la notion de l'onde hybride qu'on va découvrir, donc la question 3, donc on va découvrir la notion de l'onde hybride. Parce que jusqu'à maintenant, on étudie uniquement les ondes planes progressives. On n'a pas vu le cas de l'onde hybride. Donc cet exercice il est important parce qu'il introduit la notion de l'onde hybride. En plus, il est utile dans les situations de réflexion. Donc la réflexion, la réflexion oblique. Donc on appelle ça la réflexion oblique. Donc là, on s'intéresse à la superposition de deux ondes progressives harmoniques, de même amplitude E0. Donc il faut bien lire l'énoncé en même amplitude, de même pulsation oméga, et se propageant respectivement selon les vecteurs U1 et U2. Donc on imagine la situation de la réflexion, donc on comprend que U1 c'est en fait la direction de l'onde réfléchie, et que U2 en fait elle représente la direction de l'onde incidente. Voilà. On pose U1 égale sin alpha UX plus cos alpha UZ. Bon, ça c'est une simple projection.
Donc on peut obtenir ça par projection. Bon, en général, fait les concours, ça, c'est pas donné, hein. Donc il faut projeter. D'accord? Là, c'est un TD, donc on est en train de simplifier. Mais fait le concours, donc tu dois projeter. Donc pour la projection, elle est simple. Donc là, on a une projection positive sur Z avec un cos alpha. On a une projection positive sur X avec un sin alpha. Par contre, pour U2, la projection elle est positive sur X, sur Z, mais négative sur X. Donc, on a le signe. Ce sont des vecteurs unitaires. Donc, vous voyez, on a sin carré alpha plus cos carré alpha égale à 1. Même chose pour U2. Donc, quelles sont les normes de deux vecteurs d'onde, K1 et K2? بالنسبة les normes, ça ne change pas إذا كان عندنا نفس الميليو. مش على خاطر هذه onde incidente وهذه onde réfléchie, alors ça change. Tant que les deux ondes appartiennent au même milieu, alors عندهم la même norme K. D'accord? Donc, ديما حطوا في بالكم, c'est le milieu qui va influencer toujours la norme du vecteur d'onde K. C'est pas la nature de l'onde. Donc, dans ce cas-là, on a l'onde incidente ou l'onde réfléchie, elles se propagent les deux dans le même milieu. Donc, automatiquement, ils auront la même norme du vecteur d'onde. Et puisque le milieu, c'est le vide loin de source, dans notre cas, c'est le vide loin de source, c'est-à-dire il n'y a ni charge ni courant, alors automatiquement K égale oméga sur C. Donc ceci représente la relation de dispersion. Donc c'est pour cela, ici, donc au niveau de la correction, elle est K égale la norme de K1 égale la norme de K2, donc égale oméga sur C, car la propagation se fait dans le vide loin de source illimitée. Donc, la remarque, elle est importante. Hein. D'accord? Dans ce cas-là, on n'a pas parlé de la surface réfléchissante. Si on se limite à l'énoncé de cette question, de cet exercice, on dit deux ondes qui se propagent, U1 et U2, dans deux directions symétriques. On n'a pas parlé de la surface réfléchissante. Mais on va parler de ça dans le chapitre de la réflexion, donc le chapitre 3. Donc le milieu est illimité. Limité, pardon. Donc limité par quoi? Par cette surface réfléchissante. Dès qu'il y a une surface réfléchissante, automatiquement le milieu devient limité. لكن شوف ديما كي نحكيو على l'onde résultante. Donc si on parle de la surface réfléchissante, on doit parler automatiquement de l'onde résultante. Et je connais l'onde résultante, c'est la somme de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. Mais dès qu'on considère l'onde incidente ou l'onde réfléchie toute seule, donc chacune d'elles, on peut l'observer comme étant une OPPM. Donc ici, on applique le théorème de superposition. D'accord? Pour mieux donc, imaginer la situation, on peut tracer comme ça. Donc Y, quel est vertical, X et Z. Donc c'est comme ça. Donc la propagation, elle se fait selon la direction U1. Donc U1 a deux composantes. Une composante selon Z, une composante selon X. Donc U1, elle possède deux composantes. Une composante selon Z et une composante selon X. Donc ça c'est le plan d'onde. La direction de E, donc E il est selon Y, donc il est comme ça. Donc le champ électrique c'est un champ. Puisque c'est un champ, donc il est partout. Donc imaginez que le plan avec en jaune, c'est un plan infini, donc il n'a pas de limites de l'espace. Donc le champ électrique il est partout, comme ça. Donc ça c'est le champ, disons E1, qui va se propager selon le vecteur U1.
Donc imaginez t'as une autre direction U2 symétrique par rapport à Z. D'accord? Donc le U2 je compte comme هكا. Et tu vas donc tracer un autre plan perpendiculaire à U2. Kif le champ E2 je compte partout dans l'espace. Ou je compte Z selon Y le champ E2. Donc les champs E1, donc tous les vecteurs E1 et tous les vecteurs E2, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une superposition. Donc c'est ça, je m'en ai un champ qui existe partout dans l'espace. Donc ça, c'est juste, il indique la direction de propagation. Mais les champs, il est partout dans l'espace. Donc dès qu'on trace avec une autre couleur le champ E2, donc le champ E2, il sera comme ça, même direction que E1, il est toujours selon Y, et il se propage selon cette direction U2, avec un autre plan d'onde, qui est toujours perpendiculaire à U2. Donc à chaque instant, tu vas trouver donc un plan de U1 et un plan de U2, finaf c'est position, donc les deux champs se superposent. Deuxième question, sachant que les deux champs électriques sont parallèles à Y et qu'ils sont en phase dans le plan x égale 0, donnez leur expression sous forme complexe. Donc ça, il faut se rappeler de l'équation, voilà, de la forme d'une OPPM. Donc je vous rappelle ça, la forme générale d'une OPPM. Donc ça, on doit le connaître. L'OPPM, donc c'est de la forme psi égale psi 0. Donc ça, c'est l'amplitude. Cosinus oméga t moins k scalaire r plus phi 0. Donc ça, ce qu'on appelle la phase instantanée, phi de mt, phase instantanée. Et ça, ce qu'on appelle la phase initiale. Donc, c'est le vecteur d'onde, et ça, c'est le vecteur position qui est toujours de la forme x ux plus y uy plus z uz. Donc, ça, c'est la forme générale en notation réelle. En notation complexe, donc, le psi, c'est le champ électrique. Et psi 0, donc c'est E0. Donc en notation complexe, tous les E complexes égale E0 exponentielle I oméga t moins K scalaire R plus phi 0. Nous avons deux champs, donc on doit mettre l'indice E1. Donc E0, il a dit la même amplitude. Donc dès le départ, on a la même amplitude. Donc c'est E0 exponentielle. Les deux champs sont selon Y. K1, R plus phi 0, 1 pour le moment. E2 égale E0 exponentielle I oméga t moins K2 R plus phi 0, 2 selon Y. Voilà. بالنسبة le produit scalaire, donc K1 scalaire R, donc on peut le développer. On a dit que K1 égale oméga sur C fois U1. Donc, produit scalaire K1R. R, c'est quoi R? Donc, c'est le x ux plus y y plus z uz. On a la projection de U1. On a déjà projeté U1. C'est quoi U1? Donc, c'est sin alpha x plus cos alpha z. Donc, le produit scalaire, qu'est-ce qu'il donne alors? Donc, on a sin alpha fois x plus cos alpha fois z. Voilà. Donc, je te le mets là, sin alpha fois x plus cos alpha fois z. Tout ça multiplié par oméga sur c. Donc, il ne faut pas oublier la norme de K1. Et tout ça, ce qu'on trouve, on doit le injecter ici. Voilà. Et on refait la même chose pour K2R. Bon, la même chose, donc, une seule différence, c'est juste le signe moins. Donc, on obtient les deux expressions. Donc, E0 exponentielle I oméga t moins K sin alpha x moins K cos alpha z. Bon, le signe moins, il provient de ce signe moins. Donc, ça, c'est la définition elle-même de l'OPPM. E2, même chose, mais on a plus, parce que la projection qu'on a sur U2 forme un signe moins. Donc, on obtient les deux champs. Et on a dit que, selon l'énoncé,
en x égale 0, il faut que les deux phases sont égales. Donc la phase instantanée, donc φ1 et φ2 doivent être égales en x égale à 0, donc quel que soit z et quel que soit le temps. Donc on n'a aucune condition sur z et sur le temps. Donc pour avoir cette égalité, quel que soit le temps et quel que soit z, donc la seule solution, c'est que φ01 égale φ02, égale à φ0. Donc finalement, on montre que les deux phases doivent être égales, d'accord, quel que soit le temps. Ben, question suivante. En déduire l'expression du champ électrique total, entre parenthèses en notation réelle, décrire l'onde obtenue, est-elle plane, est-elle progressive? Ben, comme on a fait l'introduction, donc on a dit qu'on va découvrir dans cette question la notion de l'onde hybride. Voilà, donc c'est une question très importante. D'accord? Donc là, on va appliquer certainement le théorème de superposition. Donc on a deux champs. Donc on a champ E1, champ E2. Donc on va les sommer. Donc on a E0 تخرج en facteur. Kif, on a oméga t moins k cos alpha z plus phi0. Tout ça, c'est en facteur. Et il reste la somme des exponentielles opposées. Donc exponentielle i grand X plus exponentielle i grand X, certainement, c'est 2 cos grand X. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la formule d'Euler. Donc en appliquant cette formule, on obtient alors le 2 fois cos k sinus alpha x selon y. Donc en passant à notation réelle, donc réelle de l'exponentielle, donc ça me donne cosinus. Donc je trouve alors 2e0 cosinus k sin alpha x cosinus oméga t moins k cos alpha z plus phi 0. Donc là, on remarque les famaha jdida, donc là, c'est nouveau par rapport à ce qu'on connaît déjà, parce qu'il y a un couplage entre z et le temps à l'intérieur de la phase instantanée. Donc toujours pour le couplage, toujours ناخدوها في الphase. OK? Dans la phase, je fais le couplage. Mouche ailleurs. Donc dans la phase, à l'intérieur de la phase, donc la phase par définition, c'est la grandeur qui contient le temps. Donc نمشي نركز على الphase وين فما الطون ونشوف. Donc il y a un couplage entre le temps et le z. Donc c'est quoi la conclusion là? La conclusion, c'est que l'onde, elle se propage selon les z croissants. Si cos alpha est supposé positif, parce que alpha ici c'est un angle aigu. Ben. Sinon, il y a un cos alpha négatif, se propage selon les z décroissants. Ben. Et en contrepartie, un découplage entre x et le temps. Donc x et le temps match dans la même phase instantanée. Donc x, voilà, il fait partie de l'amplitude. Parce que tout ça, ça joue le rôle de quoi? De l'amplitude. Donc on remarque alors que l'amplitude dépend de l'espace, match constante. Donc l'amplitude ici, elle n'est plus constante. Donc là, il faut faire attention. Donc il y a des formules match valables, elles sont plus valables. Donc l'amplitude, elle dépend de x, cosinus oméga t moins k sin alpha z. Donc cette onde a deux propriétés à la fois. Donc elle se propage selon z et elle est stationnaire selon x. Donc on dit qu'elle est hybride. C'est comme les espèces hybrides. Hein? Les espèces hybrides, la science naturelle. Donc c'est une espèce hybride. Elle prend mais les propriétés, les ondes progressives, et elle prend aussi quelques propriétés de l'onde stationnaire. Ben, là, on a une question importante. Quand est-ce qu'on dit que l'onde évolue, ou elle se propage dans un milieu dissipatif? Ben, c'est vrai que on a dit que pour que l'onde soit dans un milieu dissipatif, il faut que l'amplitude dépend de l'espace, ce qui est sûr. Mais ce n'est pas n'importe quel
espace. Ce n'est pas n'importe quelle variable. Donc, pour dire que le milieu est dissipatif, il faut avoir la même variable de propagation. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est la variable de propagation. Parce que ici, on a un couplage entre quoi et quoi? Entre le Z et le temps. Donc, cette onde se propage selon quoi? Selon UZ. Donc, on va supposer les cas positifs, donc elle se propage selon plus UZ. Donc, ici, la direction et le sens de propagation, c'est quoi? C'est le plus UZ. Donc, quand est-ce qu'on dit l'onde évolue dans un milieu dissipatif? Lorsque l'amplitude dépend de la même variable. Mais dans ce cas-là, remarquez très bien, il ne s'agit pas de la même variable. Donc, on a dit la variable Z, c'est la variable de propagation. On a dit la variable X, donc c'est une autre variable. Donc, on ne peut pas dire ici que le milieu est dissipatif. D'ailleurs, ça, c'est le vide loin de source. Donc, impossible l'icône dissipatif. C'est impossible. Parce que la dissipation, c'est quoi? C'est l'effet Joule. Et l'effet Joule, il est créé par quoi? Par le J. Parce que, je vous rappelle, la puissance dissipée par effet Joule, P Joule, volumique, c'est quoi? C'est J scalaire E. Donc, tant qu'on n'a pas un courant volumique, tant qu'il n'y a pas de dissipation, donc jamais talqa une onde qui est, on dit ici, c'est une onde atténuée, d'accord? Donc, elle est atténuée, elle se propage et elle s'atténue, l'amplitude. Donc, l'amplitude de l'année, elle est décroissante, d'accord? Donc, pour un milieu dissipatif, donc certainement, cette amplitude, E0 de Z, c'est une amplitude qui est décroissante. Donc, on va voir ça dans le chapitre sur le métal, d'accord? Donc, on va voir ça dans le chapitre de propagation de l'onde dans le métal. Donc, c'est le chapitre suivant. Donc, on va étudier ça plus en détail. Mais ça, c'est une question très importante. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut voir les variables. Donc, s'il s'agit de la même variable, à ce moment-là, on peut dire que le milieu est dissipatif. Si les variables sont différentes, on ne peut pas dire que le milieu est dissipatif. D'accord? Et ça, c'est une onde hybride. Mais ça, c'est pas une onde hybride, attention. Donc ça, c'est pas une onde hybride. Parce qu'elle se propage toujours selon Z. Donc elle se propage et en même temps, elle s'atténue. Pourquoi? Parce que son amplitude est décroissante. Donc elle se propage et elle s'atténue en même temps. Non, ça c'est autre chose. Elle se propage selon Z et elle est stationnaire selon X, c'est-à-dire qu'elle est limitée selon la direction X. Donc ce sont deux comportements différents. Cette onde, c'est une onde plane, attention. Donc ça, c'est une onde plane. Par contre, cette onde, elle est non plane. Donc, je trouve qu'il y a plusieurs différences entre les deux. D'accord? Donc, là, on est en train de discuter ce qu'on appelle la structure de l'onde. D'accord? Comment justifier que l'onde... Donc, ça, c'est une question intéressante. Donc, il peut poser cette question. Hein? Comment justifier que l'onde, elle est non plane? Justifier que l'onde hybride, c'est dans le cas général. Hein. Tant qu'elle est hybride, alors automatiquement elle est non plane. Donc là, il faut toujours voir tout d'abord la direction de propagation. Donc ici, c'est quoi la direction de propagation? C'est Z. D'accord. Donc on imagine l'année. Donc on a la direction de propagation, donc elle est selon Z, comme ça. Direction de propagation. Et on imagine un plan qui est orthogonal à Z. Normalement, si l'onde était plane, normalement, ce plan, il constitue le plan d'onde. Donc ici, ce plan, il constitue maintenant la surface de phase. Parce que par définition, la surface de phase, c'est la surface sur laquelle la phase est une constante. Parce que la phase ici, c'est quoi? Phi de xt, phi de zt, donc la phase instantanée. Dans ce cas-là, c'est quoi? C'est oméga t moins k cos alpha plus phi 0. Donc ça, c'est la phase instantanée.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la surface de face. Donc ce plan, il constitue le plan de face. La surface de face, ici, est un plan de face. Ben, dans ce plan-là, il faut que, pour n'importe quel point appartenant à ce plan, quel que soit, à un instant t fixé, il faut que le champ E garde une même valeur en tout point. Mais l'année, on considère les deux axes, donc ça c'est Z, donc ça c'est X, et ça c'est Y. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que entre un point et l'autre, il y a X qui change. Donc le changement de X d'un point à un autre implique le changement de l'amplitude. Donc l'amplitude sur ce plan, elle dépend de X, elle change. Donc la question, est-ce que eux, ils gardent la même valeur sur le plan? Non. Donc c'est vrai que ça, c'est une surface de face, mais malheureusement, le E, c'est un plan de face, mais malheureusement, le E, il ne garde pas la même valeur sur ce plan. Donc on dit que l'onde, elle n'est pas plane. L'onde, dès qu'elle est plane, elle doit garder la même valeur du champ E en tout point du plan de phase à t fixé. D'accord? C'est clair? Donc pour la justification, tu peux ne pas tracer le schéma. D'accord? Là, juste une phrase, tu dis que le champ E ne garde pas la même valeur sur la surface de face à t fixé. Voilà. Question 4, il demande donc la forme du champ magnétique. Donc donner la forme du champ magnétique réel commenté. Ben, une faute l'année classique, on écrit B égale K vectoriel E sur oméga. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la première relation de structure. Donc ça, c'est totalement faux. Je vous rappelle, les formules à dire, elle provient de quoi? De Maxwell-Faraday. Donc Maxwell-Faraday, rotationnel de E, égale moins dB sur dt. Donc notation complexe, dérivée de B, donc c'est I oméga fois B. Et rotationnel de E, c'est nabla vectoriel E. Mais pour utiliser que nabla égale moins IK, donc là, on a une condition, attention. Donc la condition ici, il faut que l'amplitude soit constante. Alors que ici, dans ce cas-là, l'onde elle est hybride. Donc l'onde hybride, l'amplitude dépend de x. Donc on n'a plus cette possibilité. Donc maintenant, on n'a plus cette relation. Donc attention, ce sont des fautes classiques. D'accord? Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on doit redémontrer, donc on doit passer par Maxwell-Faraday, qui est toujours vrai. Et quand on passe par Maxwell-Faraday, on ne doit pas calculer donc nabla par IK, mais par sa définition. Donc par définition, nabla c'est la dérivée par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z, vectoriel donc E qui est donc selon y. Donc E il est selon y, ou un de deux variables. Donc attention, le E il possède deux variables d'espace, donc x et z. Donc le produit vectoriel ici, donc il donne moins dérivé de E par rapport à z, 0, et dérivé de E par rapport à x. Donc il suffit l'année de dériver, donc c'est simple. Mais juste, il faut faire attention sur le calcul. Hein. Donc dérivé par rapport à z, donc on va dériver le cos, parce que le cos AV, il dépend de x, donc il est supposé constant. Donc si je dérive le deuxième cosinus par rapport à z, donc Chartin a un moins sinus, mais on doit sortir le moins cos alpha à côté de z, donc il y a le moins, mais il ne faut pas oublier ce moins, donc on a déjà un moins. Donc le calcul de ce genre, c'est un calcul très délicat, hein. Vraiment il faut faire très très attention. Donc il reste ce signe moins. Pour la troisième ligne, donc je dérive par rapport à x, donc là je dois dériver ce cosinus, il donne un moins sinus, et on fait sortir le cas sin alpha. Ensuite, on intègre par rapport au temps. Donc, on divise par le oméga. Il ne faut pas oublier ça.
Donc l'intégrale de sin, c'est moins cos, et on divise par oméga. Et l'intégrale de cos ici, c'est le sinus, et on divise par oméga. Et là, attention, il ne faut pas oublier les constantes d'intégration. Donc les constantes d'intégration par rapport au temps ici sont nulles. D'accord? Physiquement, ils sont nuls. Pourquoi ils sont nuls? Parce que si on va ajouter une constante d'intégration, fait l'expression mta'al b, imaginez donc on écrit une fonction qui dépend du temps, plus une certaine constante. Cette constante par rapport au temps, elle joue le rôle d'un champ statique, physiquement. Donc ça, c'est un champ statique. Et ça, c'est impossible pour les ondes. Donc, jamais, l'onde t'as un champ statique, c'est impossible. Donc, pour les ondes, toujours, le champ doit être variable. Il doit dépendre du temps. Donc, selon le théorème de superposition, إذا كان هذا c'est un champ, وهذا c'est un champ, donc حتى هذا il doit être un champ. D'accord. Et ce champ qui est statique, donc ça c'est impossible, donc c'est absurde, c'est contre la définition de l'onde elle-même. Donc avec علاش on doit annuler cette constante. Et ça c'est toujours le cas. ديما كيبدا عندك une intégration par rapport au temps, ou عندك des constantes d'intégration qui apparaissent par rapport au temps, directement tu vas les annuler, mais tu dois justifier. D'accord? Donc il faut justifier. Donc entre parenthèses, tu peux écrire donc les constantes par rapport au temps sont nulles. Là, une deuxième remarque importante, vous voyez que le champ magnétique, il présente une composante longitudinale. Mais ça, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Donc la direction de propagation, c'est quoi? On a dit que ça c'est Z. Hein? La propagation, elle se fait selon Z. Un couplage entre le Z et le temps. Donc vous voyez ici que le B, il présente une composante selon Z. D'accord? Donc le champ magnétique, il possède une composante selon Z, une autre composante selon X. Donc vous voyez très bien que cette composante selon Z, elle est parallèle à la direction de propagation. Elle est selon la direction de propagation. Donc on dit que cette composante BZ est une composante longitudinale, alors que la composante BX est une composante transversale. Qui est dans un champ, il suffit qu'il possède une composante longitudinale, alors il va perdre la propriété transverse. C'est vrai que le champ magnétique a une composante transversale, mais puisqu'il a une composante longitudinale, alors il va perdre la propriété transverse. Donc l'onde, elle n'est plus transverse magnétique, elle est juste transverse électrique. C'est pas comme les EPPM dans le vide loin des sources qui sont des TEM. Hein? Vous vous rappelez de ça? Les TEM. Hein? Qu'est-ce qu'on veut dire par TEM? TEM, transverse électromagnétique. Transverse électromagnétique. Donc les EPPM sont des transverses électromagnétiques dans le vide loin des sources. Mais ça, c'est pas une EPPM. Ça, c'est une onde hybride. Elle n'est pas plane. Donc elle a perdu la propriété TEM. Donc elle est restée TE, mais elle n'est plus TM. علاش elle n'est plus TM? على خاطر le champ magnétique présente une composante longitudinale. Je m'en longitudinale, ça veut dire quoi? Selon la direction de propagation. Comment on peut connaître cette direction? Hein? Grâce au couplage. D'accord? Donc chauffe le couplage dans la phase. Donc dans la phase, tu dois regarder le couplage. Donc le couplage entre Z et le temps. Donc là, tu peux déduire que le champ magnétique se propage selon Z. Et en même temps, tu remarques l'apparition d'une composante selon Z. Donc on peut appeler cette composante une composante longitudinale. Donc l'onde n'est plus TM. D'accord? Donc c'est une onde TE. Par contre, le champ électrique E, il est selon quoi le champ électrique E? Le champ électrique il est selon Y. Et la direction de propagation selon Z. Donc le champ électrique il est orthogonal à la direction de propagation. Il présente une seule composante qui est Y et qui est orthogonale à la direction de propagation. Donc l'onde, elle est transverse électrique. Donc le champ électrique, il n'a pas une composante longitudinale. Par contre, le champ magnétique a deux composantes, une composante selon X et une autre selon Z. La composante selon X, elle est bien orthogonale à la direction de propagation, qui est selon Z, mais la composante selon Z, elle est parallèle.
Donc on appelle ça la composante longitudinale et l'autre la composante transversale. Et on a dit que si le champ il présente au moins une composante longitudinale, donc la propriété transverse, elle est perdue. Donc l'onde, elle a perdu cette propriété de transversalité magnétique. Okay? Donc elle est uniquement transverse électrique. Donc on a ici deux cas particuliers. Hein? Donc le premier cas particulier lorsque alpha égale 0. Donc si alpha égale 0, donc l'angle alpha est nul, alors KI et KR sont confondus. K1 égale à K2 égale oméga sur C fois U. Donc l'angle U, ça sera automatiquement la direction de propagation qui est UZ. Donc physiquement, avant de faire le calcul, et desquels les deux cas sont confondus avec Z. Donc l'onde totale. كيفاش لازم تكون l'onde totale تكون progressive selon Z. Elle n'a pas le choix. Donc on va vérifier. Donc on va remplacer alpha par 0 dans l'expression de E. Donc sinus 0 c'est 0. Donc on va perdre carrément le cosinus chaud égal à 1. Donc l'onde à plane. En plus, c'est-à-dire cosinus 0, 1. Donc l'onde se propage uniquement selon Z. En plus, la composante longitudinale de B, si tu remplaces ici alpha par 0, sinus 0 c'est 0 et sin 0 c'est encore 0. Donc on va perdre complètement cette composante et on va retrouver le cas initial d'une onde TEM, transverse électromagnétique. Et ça, c'est un cas particulier, en même temps, astuce de vérification. Parce que tu as plein de calculs. Donc si tu remplaces alpha par 0, et tu trouves que la composante longitudinale différente de 0, c'est-à-dire que tu as fait une faute. Parce que si on remplace alpha par 0, il faut retrouver une onde TEM. C'est le cas d'une onde au ppm. D'accord. Donc certainement, il faut que pour alpha égale 0, BL égale 0. D'accord. Donc c'est pour vérifier, c'est intéressant. Et pour alpha égale pi sur 2, physiquement, comment on imagine cette situation? Donc alpha égale pi sur 2, K1 الفوق, K2 l'autre. Donc les deux cas sont directement opposés. Donc les deux ondes, ils vont donner une onde stationnaire. D'accord? Parce que deux ondes qui se propagent dans deux sens opposés. On a déjà montré ça, c'est une onde qui est stationnaire. Donc on va vérifier ça, donc on va remplacer alpha par pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc on va perdre la variable z. Donc, je te redonne quelle variable x qui est découplée par rapport au temps. Donc, l'onde, elle est purement stationnaire. Elle n'est pas hybride parce qu'on a perdu la variable z dans la phase. Et si on remplace alpha par pi sur 2 ici, donc on va perdre toujours z dans la phase. Donc, l'onde, elle est bien stationnaire. Sinus pi sur 2 égale à 1. Donc, on va conserver cette composante. Sinus pi sur 2 égale à 1. Et sinus kx, donc on va conserver aussi cette composante. Mais on a un cosinus alpha, donc cosinus pi sur 2, très bien. Donc on va perdre cette composante, bt. Donc on va trouver juste cette composante qui est selon z. Voilà. Mais l'essentiel que l'onde, elle est stationnaire. Donc ça, c'est le plus important, que l'onde est stationnaire. Donc les cas particuliers, parfois, donc, il pose les questions sur les cas particuliers, l'énoncé, mais surtout, c'est pour nous pour vérifier, d'accord? Donc la dernière question, en déduire le vecteur de pointing moyen, pouvait-on deviner sa direction? Je m'en ai, pouvait-on deviner, c'est-à-dire est-ce qu'on peut prévoir sa direction? Ben, donc on essaie de répondre à cette question. Pouvait-on deviner sa direction? Donc, je vous rappelle que le vecteur de pointing, c'est le vecteur de propagation de l'énergie. D'accord? Physiquement, c'est quoi? C'est le vecteur de courant énergétique. Donc, de quelle onde elle est stationnaire? De quelle onde elle est stationnaire selon quoi? Donc, on a dit onde hybride, voilà. Donc, on a dit qu'elle est progressive selon Z et elle est stationnaire selon X. Ben, physiquement, qu'est-ce que cela veut dire, stationnaire selon X? C'est-à-dire que l'énergie,
ne se propage pas. L'énergie ne se propage pas selon x. Mais là, certainement, il faut que la moyenne de vecteurs de pointing selon x doit être nulle. Et puisqu'elle est progressive selon z, certainement que la moyenne de vecteurs de pointing selon z soit différente de 0. Donc ça, c'est prévisible avant même de faire le calcul, et c'est un moyen même de vérifier notre calcul. Je trouve un résultat qui contredit cette prévision, c'est-à-dire que physiquement, on a fait une faute. On va vérifier. Donc, il ne faut pas oublier que pointing, toujours, on doit le calculer en notation réelle. Donc déjà, on a les expressions de E et B en notation réelle. E selon Y, B possède deux composantes, l'une selon X, l'autre selon Z. On fait un simple produit vectoriel et on trouve deux composantes, l'une selon X, l'autre selon Z. Donc pour la composante qui est selon X, c'est le produit de EY et BZ et en moyenne. Donc je vous rappelle le moyenne temporel. Donc on a une méthode rapide pour les calculer. Donc la moyenne de cos carré avec un truc en temps, c'est toujours un demi. Même chose pour sin carré, toujours un demi. Mais la moyenne de cos fois sin, avec une même phase, attention, il faut avoir la même phase. Mouche deux phases différentes, il faut avoir la même phase. À l'intérieur du cos, à l'intérieur du sin, il faut avoir la même phase. Donc le produit de cos et sin, leur moyenne égale à 0. Donc regardons là, on a EY, elle possède quoi comme phase? EY, c'est cos oméga t moins k cos alpha z plus phi 0. Ça c'est pour EY. Ensuite, on va voir pour le BZ. Pour le BZ, B selon Z, c'est un sinus oméga t moins k cos alpha z plus phi 0. Donc remarquez que c'est exactement la même phase, l'une en cos et l'autre en sinus. Donc le produit, il va me donner une moyenne qui est nulle. Et ça c'est excellent parce que si jamais on ne trouve pas le sinus, par exemple tu as trouvé un cosinus sur le calcul, donc là tu te rends compte, tu as fait une faute de calcul et donc il faut corriger. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Et nous, on fait le calcul par esprit physique, hein. Moi c'est esprit mathématique. Donc c'est l'esprit physique, là, il va donc te donner ces informations. Mais quand tu as le calcul purement mathématique, donc il y a un grand risque que tu fais des fautes de calcul. Donc là, c'est très intéressant de voir toujours la moyenne de pointing. Et en général, si la moyenne de pointing est juste, en général, le calcul il est juste. Donc la dernière composante aussi, même son signe, il peut te donner donc un indice. Parce que l'onde là, se propage selon plus UZ. Donc il faut trouver aussi une composante. Mieux que non nulle, elle doit être une composante strictement positive. D'accord? Donc on peut prévoir la direction de pi. En effet, l'onde est progressive selon plus UZ et stationnaire selon x. Donc la moyenne de px est nulle, alors que la moyenne de pz soit strictement positive.